Alors, go! Comme ça, on se lance? Bon, Eh ben, oui. écoutez, bonjour tout le monde, bon après-midi, bon deuxième jour du Hackfest. J'espère que vous allez bien. Moi, je dois admettre que je suis un petit peu nerveux, mais j'ai déjà fait cette présentation-là dans une autre mouture l'an dernier à la Sûreté du Québec. On m'avait invité pour faire une conférence qui s'appelait le même nom, de la cybervictimisation à la résilience. J'en ai fait une nouvelle mouture parce que je trouvais ça intéressant de souligner 12 clés dans un parcours de cybervictimisation à la résilience ou healing journey, comme on entend souvent. J'aime bien l'expression. C'est ça, ça fitait beaucoup avec le thème du Hackfest, qui est les 12 challenges of Hackfest. Puis, 12 clés, c'est très peu, mais il y en a beaucoup des façons de comprendre les parcours. Tous les parcours sont pas pareils. Tous les parcours sont différents. Puis, il y a tellement de variables que c'est impossible, tellement de variables dans un parcours que c'est impossible pour moi de prétendre tous les représenter. Donc, je parle vraiment de mon point de vue, c'est certain que j'ai connu beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires, que ce soit cyber ou pas. Puis, en fait, c'est important de mentionner parce que, bon, il y a certainement des gens dans la salle, en fait, il y en a 116 en ce moment que je vois, et qui ont été victimes d'actes criminels ou qui ont eu des traumas ou des expériences juste vraiment extrêmement stressantes dans leur vie. On en a tous à différents niveaux. Puis, bon, c'est ça. Donc, moi, je suis un homme, je suis homosexuel. Je parle de mon point de vue et je prétends pas parler de l'expérience des femmes ou de n'importe quelle autre couche de la population. Même si au final, on est tous des êtres humains. Puis, on se ressemble beaucoup sur le fond. Donc, voilà. Donc, je vous présente ça. En fait, ce que vous allez voir, ça va être un parcours de l'avant jusqu'à jusqu'au fameux bris du silence, qui est un élément central dans la présentation, mais surtout le mode survivant. Parce que c'est bien beau le mode victime, mais quand est-ce qu'on en sort, puis quand est-ce qu'on est plus en mode survivant? On entend souvent ces deux termes-là, puis c'est une des clés que je vais vous démystifier en premier. Évidemment, on veut s'en aller au mode résilient à un moment donné, ou qu'on appelle aussi le mode vivant. Euh, donc, on se lance. Je vais prendre une petite gorgée de mon thé citronné avant. Donc, voilà. Quand on parle de... Attendez-moi un instant, je vais juste enlever cette barre-là qui me manque pour que je vois ce que je dis. OK. Bon, ça, c'est un beau dessin que j'ai trouvé sur Internet, mais qui représente vraiment l'essence de quelque chose qui n'est pas très compliqué à comprendre. En fait, c'est la clé numéro un, la notion de victime et ou de survivant d'actes criminels. En fait, que ce soit cyber ou non, il y a un crime qui est commis à l'endroit d'une personne à travers un moyen informatique. Ça a été mon cas dans mon adolescence quand j'avais l'âge de 13 ans. On remonte à ce moment-là en 1998. Donc, l'état de victime, en fait, c'est soit à partir du moment où il y a un choc jusqu'au moment où on commence à épuiser les mécanismes de défense, puis qu'on se dit, en fait, écoute, j'ai plus rien à perdre, je vais essayer de m'en sortir, de prendre des solutions qu'on me propose autour de moi, que je vois autour de moi, où je veux juste essayer d'adopter une nouvelle vision du monde, parce que celle-là qui a découlé des événements traumatisants ne me sert plus. Donc, ça, c'est le mode un peu plus survivant où on s'affranchit de l'état de victime et de sa powerlessness, apprise ou acquise. Bref, le driver à la fin, bon, c'est un peu plus le mode résilient, le mode vivant, dans lequel on essaye
d'aller, mais il y a des allers-retours, puis je dirais que changer, c'est comme la vie, c'est pas une ligne droite, c'est guérir, c'est pas une ligne droite, c'est des zigzags, c'est une spirale, c'est des allers-retours. Il faut apprendre à aimer ça, ça fait drôle à dire, mais ça fait beaucoup plus de sens quand on essaie de prendre ça comme un challenge, une aventure, un défi, qu'une malédiction. Dans mon cas, ça a été ça. Donc, la notion de trauma, c'est une clé, la clé numéro 2 que je veux mettre, qui est très centrale, parce que dans presque tous les actes criminels, il y a un trauma sur la victime, en fait. Puis, dans mon cas, vous allez entendre un peu plus mon histoire un petit peu plus tard, là, je réchauffe l'atmosphère, mais pour l'instant, la notion de trauma est importante à définir parce que il y a différents types de traumas, en fait. Puis, une nouvelle notion qui vient, en fait, qui est en émergence, je ne sais plus trop depuis combien de temps, là, la définition que vous voyez ici, euh, date de 2016. Puis, en fait, c'est un nouveau champ qui étudie bon, l'impact du monde virtuel, puis qui implique sur le cerveau en développement, donc à l'aide des neurosciences, la psychobiologie et tout ce qui a trait à la thérapie pour les enfants, pour les jeunes, les ados, puis même aussi pour les adultes, parce que, bon, nous, on ne se cachera pas, bon, je dis nous, j'imagine, moi j'ai 36 ans, je ne sais pas pour vous, mais bon, on a tous vécu plus ou moins nos vies devant des écrans, ou au moins les 20 dernières années, surtout pour le monde en cyber. Donc, ça a un impact indéniable sur le cerveau en développement. Et même si on est des adultes, le cerveau est toujours en développement. C'est juste que, rendu là, on dit plus qu'il est vieillissant, en fait. C'est la réalité. Je suis désolé. Donc, voilà. Une autre notion qui rentre connexe avec la notion de trauma, qu'on entend de plus en plus parler aussi, c'est les Adverse Childhood Experiences. En fait, bon, le nom le dit, c'est des expériences choquantes, traumatisantes pour des enfants. Puis quand on parle de trauma ou d'adverse childhood experience, c'est toujours quelque chose qui sort du parcours, disons, normal, avec des gros guillemets, d'une personne, disons, par rapport à vous. Si c'est puis moi aussi par rapport à votre âge, puis où vous en êtes dans votre développement, votre culture. Euh, donc, dans mon cas, j'ai pas toujours eu des chocs épouvantables et évidents, mais il y a eu des effets pervers sur des événements qui n'avaient pas lieu d'être à une époque dans ma vie et qui ont fait déraper certaines choses et fait développer certains mécanismes de défense. Donc, je me lancerai à ce moment-là un peu plus dans l'histoire personnelle. Puis, en fait, on va commencer avec l'avant. Donc, avant les cybertraumas, en fait, en 1989, j'avais 4 ans. Euh, Ça, je pense que je n'ai même pas dit mon nom au début, mais vous l'avez vu, c'est Michael Giguère. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis né à Jonquière. J'ai été élevé là à peu près jusqu'à l'âge de 19 ans où j'ai déménagé à Montréal pour étudier à l'UQAM, mais dans une autre vie, là, vraiment en 2004. Mais donc, quand j'étais jeune, bon, c'est important de le dire dans l'expérience parce que j'ai vécu des expériences traumatisantes à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi environ, qui m'ont prédisposé à être beaucoup plus une proie facile pour les cyberprédateurs à l'adolescence. Euh, En 1989, en mars 89, il y avait 3 choses qui ont marqué mon attention quand j'ai regardé l'actualité de ce mois-là, qui était important pour moi parce que ce mois-là, il s'est passé des choses assez traumatisantes, oui, mais disons que c'est comme un concentré de choses qui ont marqué toute ma vie durant. Et ça, je ne le savais même pas. En fait, bon, oui, j'aime beaucoup Madonna. Elle a sorti en mars 89 son album Like a Prayer. Une semaine plus tard, le World Wide Web naissait. Et la même semaine, il y avait une tempête solaire qui a plongé, bon, pas mal tout le Québec dans le noir. Puis, moi, où je suis là-dedans, en fait, c'est que
cette semaine-là, on se faisait garder, moi puis ma sœur, par une gardienne qui s'appelait Nathalie. Puis elle a, en fait, malheureusement, mes parents étaient au Mexique, puis elle est décédée, en fait. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle a eu une infection inflammatoire qui l'a fait perdre la respiration. Donc, elle avait la gorge enflée, manquait d'air, elle a commencé un peu à perdre les fonctions cognitives. Puis donc, Délire se demandait où elle était, elle paniquait, bref. Puis, elle a quitté tout simplement la maison avec sa mère pour aller à l'urgence, puis on s'est fait garder chez elle. Puis comme ça, dans la nuit, ma gardienne est disparue, qui était un peu comme une deuxième mère pour moi. Puis, ce que je trouve intéressant avec l'histoire de Madonna, c'est qu'elle-même a perdu sa mère au même âge, une figure maternelle. Puis, mon père travaillait sur les pannes à Hydro-Québec, puis c'était sa première semaine à Hydro. Et il arrive cette tempête sévère-là. Donc, disons, le mars 89 est un mois assez spécial dans l'histoire de ma famille et on s'en rappelle. Ce qui est important aussi de dire, c'est que cette gardienne-là, en fait, euh, m'avait agressé sexuellement quand j'étais jeune. Puis, malgré que j'ai pensé toute ma vie que son deuil était ce qui m'avait le plus affecté, avec raison, il y avait autre chose. Il y avait autre chose qui a pris beaucoup, beaucoup de temps à déterrer et qui était beaucoup plus, en fait, beaucoup moins évident à diagnostiquer parce que je m'en rappelais pas pour la majeure partie de ma vie. Puis ça a été difficile donc d'en sortir, de m'en rappeler. Puis plus que les événements cyber de l'adolescence, évidemment, où j'étais beaucoup plus conscient. Euh, il y a beaucoup de conséquences possibles sur les enfants. Puis moi, j'ai vraiment déconstruit mon parcours à partir des conséquences que je voyais dans ma vie. Puis en faisant un plus 2 plus 3, on se rend compte que, OK, ben écoute, c'est peut-être ça qui m'est arrivé. Puis ça, je vais y revenir plus tard. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être le déclencheur de ça, mais évidemment, dans ce temps-là, euh, ça prenait juste une connexion Internet, vraiment, puis un peu de curiosité, débrouillardise pour s'en aller sur. Je mets Ça ressemblait à mon desktop de 1998, là, ça, honnêtement. Je faisais des sites web en HTML1 avec Netscape Gold. C'était assez le fun. Puis bref, MIRC, écoute, pour un jeune homme gay en région, euh, c'était génial. Ça pouvait être aussi autant avec des effets pervers, vous allez voir. Euh, mais bref, c'était, comment dire, une, euh, une plateforme qui permettait de briser l'isolement qu'on pouvait vivre à une certaine époque avec l'homosexualité. Internet était génial pour ça. On s'est vite approprié en tant que communauté, mais il y a toujours des effets pervers, l'isolement, puis une vie en marche qui se développe de la vie réelle. Puis c'est ça. Donc en 98, j'avais 13 ans, puis j'ai rencontré quelqu'un en ligne avec qui je discutais. On voit une photo prise par deux photos par la webcam. Puis en fait, c'est important de montrer les photos parce que bon, je parle au jeu, puis là, des fois, quand je parle au jeu, les gens ils ont tendance je sais pas que c'est votre cas, mais j'en ai eu qui ont remis en question, qui ont minimisé. Puis en leur montrant une photo de moi à cette époque-là, là, ça devenait pas mal plus clair dans leur esprit. Comme si le voir, ça devenait plus évident que, OK, c'est cette personne-là qui a été victime là, c'est pas toi. Non, c'est ça. Moi, je suis le survivant, la personne résiliente qui vous parle aujourd'hui, mais je ne suis pas cette personne-là qui a vécu ça. En fait, c'est une partie de mon parcours, mais je ne suis plus un adolescent devant mon écran, sur MIRC. Quoique des fois, j'aimerais bien retourner en 98 parce que c'est pas des fois, c'est une époque un peu étourdissante aujourd'hui. Donc, c'est ça. Sur MIRC, j'ai rencontré une première personne, en fait, après ça être parlé 3 ou 4 semaines. Puis il se développe quelque chose, en fait, qui est la clé numéro 3. Une relation
par conditionnement pédosexuel entre un agresseur et sa potentielle victime. Bon, il se voit pas comme ça, puis moi, je me voyais pas comme ça. Il était plus jeune que moi actuellement, il avait 33 ans, puis moi, j'avais 13 ans. On avait 20 ans de différence. Puis, bref, vu que j'étais dans ma position vulnérable de jeune, gay, isolé, en région, qui faisait face à plein de préjugés, qui se faisait intimider à l'école aussi, j'étais du genre à me laisser faire et en penser qu'elle allait arrêter. Donc, disons que j'encaissais beaucoup, puis j'avais besoin d'une soupape. Puis Internet, c'est devenu cette soupape-là. Puis, le conditionnement, ça a été, ben, évidemment, quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre quand tu ne te rends pas compte que c'est ça que tu veux entendre, parce que tu ne te rends pas compte de comment tu pourrais être, tu n'as pas ce sens du moi. Tu essaies juste de plaire aux autres, un people pleaser fini déjà, puis tu n'as même pas encore commencé ton adolescence, parce que c'est des mécanismes de défense connus chez les victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance. Je vous rappelle que je l'avais été dans la petite enfance. Donc, c'est tout ça qui fait que ça a marché à ce moment-là, puis que ça marche aussi souvent avec beaucoup de personnes, gars ou filles, peu importe qui on est. C'est des vulnérabilités qui sont connues, puis les personnes manipulatrices, comme les hackers, sont capables, des hackers méchants, sont capables d'exploiter ça, les vulnérabilités, et de venir à leur fin. Tout en, évidemment, nous mettant le poids de la culpabilité et de responsabilité de tout ce qui se passe sur nous, en étant gentil, en nous disant qu'on va aller à mon rythme, au rythme de la victime, puis en nous amenant tellement là graduellement que c'est comme la grenouille dans l'eau bouillante. C'est froid au début, puis on se rend pas compte, puis à un moment donné, c'est comme « wow, euh, il est trop tard ». Donc, évidemment, bon, les objectifs du conditionnement, on le sait, c'est surtout pour euh, d'abord, lui aussi, il veut se mettre à l'aise, justifier ce qu'il va faire, donc se convaincre lui-même. Euh, Puis, évidemment, bon, banaliser les comportements inappropriés et réduire les risques de dénonciation, c'est les objectifs principaux. Puis moi, on me l'a fait promettre avant qu'il arrive quoi que ce soit, que je dirais rien. Puis je m'entends encore le dire, je le promets. Puis je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'avais jamais eu de vie sexuelle avant. C'était comme genre, OK, on se lance. J'avais un certain goût du risque, mais le consentement, ça doit toujours d'être clair, en fait, éclairé, clair pour la personne, puis éclairé dans le sens comme mature, euh, puis aussi d'être libre. Puis souvent, ça vient foquer pardon, la donne parce que je me disais, moi, ben, je suis allé chez lui de mon plein gré, donc je voulais, puis j'ai même aimé ça, mais, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu d'impact, puis que je savais ce que je faisais pleinement. Non, j'avais 13 ans. Je pense à mon neveu qui va avoir cet âge-là en ce moment, puis je me dis, ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. Je pense que ça va. En fait, la prochaine étape, en fait, de le parcours, c'est un épisode d'exploitation, d'auto-exploitation juvénile. En fait, j'avais 14 ans. Et quand on parle d'auto-exploitation juvénile dans le jargon, c'est quand une personne, un jeune, se produit, distribue de la pornographie juvénile de lui-même ou d'elle-même. Là, j'ai mis cet article merveilleux qui parlait d'une bévue faite par VRAC TV. Vraiment, c'était pas fort. Puis, c'est ça. Donc, honnêtement, mais c'est juste pour montrer la différence entre OK, 98 puis 2019. Il y avait une méchante différence de facilité, de moyens pour envoyer une photo. Puis moi, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y avait une caméra que ma mère utilisait pour son travail dans le sous-sol sur un autre ordinateur. Puis j'étais comme, ah, c'est l'occasion de prendre une photo de profil pour envoyer sur MIRC.
Puis bon, la personne dont je vous parlais plus tôt, le premier cyberprédateur que j'ai rencontré, euh, m'a incité à prendre une photo de moi, mes organes génitaux, puis à lui envoyer fait que je l'ai fait, mais comment dire, j'avais pas mis mon visage. Donc, au moins, c'était anonyme, mais bon, c'était pas anonyme, c'était mon nickname.jpg. Fait que tout le monde qui la recevait savait c'était qui. Mais en fait, le moment où j'ai su que la photo avait circulé, parce que je pensais que je l'avais juste envoyé à une personne, puis que cette personne-là ne l'avait pas redistribué, mais je ne m'étais pas préoccupé de ça. Mais j'ai su que ça circulait quand je l'ai reçu d'une autre personne à qui je parlais, qui était un nouveau contact sur MIRC. Puis à ce moment-là, j'ai été comme surpris. Je pense que la personne savait ce qu'elle faisait en me l'envoyant, puis pour me complimenter, mais en faisant comme si c'était pas ma photo, mais c'était ma photo. Puis là, j'étais comme choqué de me rendre compte que ça circulait. Puis, mais le pire de l'expérience, c'est que moi, en prenant la photo, c'était avec une caméra vidéo. Puis j'ai essayé d'utiliser l'option photo et je me suis un petit peu trompé. Puis pendant que j'ai pris la photo, ça a marché, mais il y a une vidéo qui s'est enregistrée sur la cassette. Puis la caméra, elle appartenait à mon oncle. Ma mère travaillait pour mon oncle. Puis bref, disons que ça a fait un petit scandale familial quand on s'est rendu. Ils se sont rendus compte de ce que j'avais fait. Puis il y avait tellement de malaise que il y a eu un scandale, mais il n'y en a pas eu. Il y a juste eu un énorme malaise, une énorme honte. Puis on est tous passés à d'autres choses. Heureusement, moi, je voulais mourir. C'était comme, OK, là, ils ont tous vu ce que j'ai fait comme photo. Mais ils ne se sont pas posé de questions pourquoi je faisais ça, puis pour qui. Ou peut-être que, je crois pas, honnêtement, c'est quelque chose dont on a rarement rediscuté, mais c'est un épisode extrêmement terrifiant de ma vie. Euh, bon, ça c'est pas les deux derniers épisodes. En fait, celui dont je viens de vous parler, c'est pas bon, je suis pas victime d'un criminel, mais j'ai quand même été incité. En fait, j'ai été incité à produire de la pornographie juvénile et à la distribuer à l'âge de 13 ans pour par quelqu'un qui faisait du leurre informatique. Mais à l'époque, toutes ces lois-là n'existaient pas encore. C'était pas updaté comme ça l'a été en 2008. Donc, ça tombait un peu dans le néant. Mais aujourd'hui, il y a certainement des lois qui adressent ça. Donc, je ne les ai pas mises ici. Mais bon, l'épisode suivant, par contre, là, ça, c'est moi qui a fait, disons, un peu la gaffe d'aller m'exposer alors que je pensais être en en sécurité, en fait. Let's go, on va mettre mon profil sur un site de réseautage LGBT, le premier. Puis là, je ne sais pas si derrière vos écrans, vous êtes comme hey, la gang IRC. S'il y en a qui le connaissent, ben peut-être qu'on était là. Je ne sais pas s'il y a un de vous qui était dans les nicknames. En tout cas, salut. Euh, C'était quand même une belle époque pour le réseautage de la communauté. Ça brisait l'isolement. Sauf que il y a du monde à l'école secondaire, en secondaire 3, qui ont vu ma photo. Puis là, ça l'a fait jaser. C'était comme, OK, un coming out involontaire à l'école secondaire, en secondaire 3, en l'an 2000, à Jonquière. Puis, je souligne aussi que j'étais le fils du maire de la ville. Fait que là, c'est comme, OK, scandale, encore. Tout le monde en parlait. Puis moi, je voulais juste me promener entre les murs de la tapisserie. Euh, Vraiment, ça aurait été le fun. Mais j'ai pas encore trouvé comment on peut faire ça. J'ai dû affronter, honnêtement. Puis j'ai juste comme été chanceux que ça arrive à la fin de l'année scolaire. Parce que l'été a, disons, aidé à ce que je me fasse oublier un petit peu. Ici, c'est génial, Wayback Machine pour ça. Je pensais pas pouvoir le retrouver. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais
il y a des facteurs qui renforcent le conditionnement dans la communauté gay, notamment le fait que c'est en gars, le fait que la culture masculine comprend et vit très différemment les agressions sexuelles, puis les dénonce beaucoup moins en général, puis c'est encore pire quand c'est de ta propre orientation sexuelle, quand ça fait partie d'une découverte normale, anormale, mais tu penses que c'est normal, la sexualité. En fait, moi, je me suis fait conditionner à penser que c'était bien normal comme initiation, là. Mais je suis comme, on n'est plus dans l'Antiquité, là, ça n'a pas rapport. C'est comme des belles histoires à se raconter pour se valider en tant qu'agresseur, mais moi, à un moment donné, je me suis mis à remettre tout ça en question. Puis je trouve que malheureusement, il n'y a, pas encore de grande remise en question sur cette question-là dans la communauté. Ça va arriver, j'imagine. Mais bon, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont vécu les mêmes choses, qui, eux, disons, eu une toute autre destinée. Fait que, quand on parle, bon, des chocs, je dis que le mode victime embarque en 98, en tant qu'il était plus entré en 89. Mais là, c'est pas mal plus évident. C'est mon adolescence, ça go wild. Puis, j'ai plus de libre arbitre, d'autodétermination, puis de capacité à mentir, puis à faire ce que je veux un peu de ma vie dans les paramètres qui me sont donnés par mon milieu familial, l'école. Donc, disons que c'est là que commence à faire les bêtises. Puis c'est là qu'on parle de la clé numéro 4, les conséquences, en fait. Les conséquences, en fait, euh, sont toujours un grand ensemble qui inclut les causes racines. Puis, un peu comme un fruit, tu ne vas pas les graines sans le manger, une pomme, par exemple. Fait, les root causes, c'est en fait vraiment quelque chose que je me suis rendu compte à partir que qui était ce qui était. En fait, je me suis rendu compte que les root causes, c'était les cyberviolences, mais les root causes de quoi? De mes problèmes actuels, des conséquences que je vivais dans ma vie qui sont, on en a vu tout à l'heure, multiples, en fait, mais chez l'ado, là, c'est différent, puis il y en a comme pas mal plus, et ça devient pas mal plus complexe. On parle un peu plus de consommation, de dépendance, de des comportements sexuels à risque, d'hypersexualisation, problème d'un comportement, tendance à défier l'autorité d'une manière assez plus ou moins intense, ou contrairement à ça, carrément les symptômes dépressifs, l'anxiété, la peur, la méfiance. Puis tout ça à une période où on est supposé se développer et consolider notre personnalité. Puis c'est comme si après cette période-là, à l'âge adulte, euh, là, on est supposé être jeté dans la vie, puis de se débrouiller, puis d'être autonome, mais ce genre d'événement-là, donc, ça l'entrave vraiment, ça, ça, ça fait comme brimer notre droit à une enfance heureuse, une enfance saine, puis après, une vie adulte qui nous donne toutes les chances de réussir, puis d'être une personne à part entière. Ça demande un énorme travail juste pour en arriver à être, en tout cas, moi, ça a été mon cas, juste pour en arriver à sentir que je suivais un parcours qui, 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 qui se valait. Puis à un moment donné, ben, il a fallu que je brise le silence parce que je commençais à tellement sentir que j'étais hors track comparé aux gens, parce qu'on se compare, comparé aux gens autour de moi. J'étais comme, OK, là, moi, c'est comme si je suis au début de la trentaine, puis je revis un peu les étapes normales d'une personne au début de l'âge adulte qui se construit une vie en sachant où ce qui va, en se connaissant bien. On évolue tous, on prend tous des parcours différents, puis c'est ça qui est important euh, de se rendre compte, mais au début de la vingtaine, on se compare encore beaucoup aux gens. Donc, moi, c'était malheureusement mon cas, encore plus parce que j'avais une vision altérée de la réalité par les agressions. Euh, Puis donc, je parlais que bon, les causes racines sont dans les conséquences, puis c'est qu'en mangeant, en déconstruisant les conséquences que
je suis arrivé à voir que, ben oui, écoute, ça fait du sens, c'est ça qui, qui- qui est vraiment lié à, c'est vraiment cette cause X, cet acte criminel-là, qui est lié à cette conséquence-là. Mais euh, c'est ça qui fait que aussi des fois les gens parlent moins et dénoncent moins parce que ce qui se passe ici et maintenant, on pense, moi je me blâmais souvent par exemple pour des relations qui ne fonctionnent pas, des échecs dans le travail, à l'école, à l'université, avec des amis. Puis c'est tout ça honnêtement, je le voyais comme ben, c'est juste moi qui est une personne inadéquate. Je dois devoir m'améliorer sur ça, ça. Puis j'étais toujours dans mon esprit de pour plaire aux gens. Euh, mais je pensais pas comme OK, cette façon de penser-là, c'est un peu de la BS. Là. Honnêtement, c'est pas sain. C'est pas se construire à partir de soi-même, du centre vers l'extérieur. C'est s'adapter continuellement à l'environnement puis aux gens autour de soi. Puis c'est comme si à un moment donné, je disais, ma vie, c'est pas une démocratie dans le sens que je suis tanné de laisser l'extérieur, les humeurs, l'environnement changeant autour de moi me définir. Puis c'est là que j'ai commencé à me solidifier. Mais c'est dur de relier les causes à effet. Puis en fait, dans les causes à effet qu'il y avait précédemment, il y avait les fréquentations douteuses. Bon, on en a tous dans notre vie ou pas, mais bon, je pense qu'en général, on apprend de certaines personnes qui passent dans notre vie. Quand j'avais 19 ans à Montréal, j'avais fait une entrevue pour travailler dans un bar. Puis j'avais rencontré M. King, en fait, puis bon, on s'était pas vraiment liés d'amitié, mais on s'était parlé une fois ou deux. Il travaillait là, entre deux peines de prison, je tiens à spécifier. Euh, Quand j'ai vu ça dans le journal, il y a quelques années, j'ai jaw drop. J'ai en fait, wow, ok, j'ai rencontré ce gars-là, puis je crois que j'étais allé chez eux une fois, puis j'avais même arrêté sur son ordinateur, checker mes courriels. No problem, vas-y, mon gars. J'ai rien vu, là, honnêtement, mais c'est le genre de choses qui fait freaker out. Puis t'es comme, OK, ce gars-là, il violait des enfants, des jeunes dans des équipes sportives, puis aussi par Internet à l'époque plus actuelle. Des ados, des jeunes. C'est un multirécidiviste. Il n'y a pas grand chance de changer dans sa vie. Là, lui. Puis il est en prison en ce moment. Et honnêtement, c'est troublant de se rendre compte que, OK, ben, je rencontrais du monde vraiment, mais vraiment des criminels, disons-le. Puis, euh, c'est en se rendant compte de ça qu'à un moment donné, je suis comme, OK, j'aimerais ça être une autre personne, m'améliorer comme personne pour être, disons, moins enclin à attirer ce genre de choses-là. Puis, on peut tomber sur une pente glissante. Quand on est rendu là à épuiser les mécanismes de défense, c'est comme le moindrement qu'on trouve une communauté validante en ligne, puis moi, c'était mon cas. J'avoue que quand j'étais ado, début âge adulte, j'aimais bien ça, les théories du complot, parce que ça pouvait valider certaines visions que j'avais de la vie. Puis aussi, ça pouvait expliquer ma powerlessness, mon état inconscient de victime. Puis ça expliquait pourquoi j'avais autant pas de pouvoir dans ma vie. Puis bref, ça remettait la responsabilité de guérir puis de prendre ma propre vie en charge, qui est propre aux survivants, à l'extérieur de moi. Puis à un moment donné, non, ça marchait plus. Puis je me suis dit image-là parce que c'est le Centre de prévention de la radicalisation dans la violence qui fait des webinaires géniaux. Moi, je les aime beaucoup. Fait que si vous ne les connaissez pas, ils font souvent des webinaires, ils annoncent sur Twitter ou sur leur page Facebook. Allez-y. C'est vraiment intéressant pour apprendre à approcher aussi les personnes radicalisées dans notre entourage ou pour nous-mêmes
se questionner, ben écoute, ça se peut-tu que j'aille tort, puis que ce soit à cause que je m'accroche à cette vision du monde-là. Puis moi, ça représente complètement mon parcours de guérison comme survivant d'actes criminels. Puis, bon, le mode survivant, il kick in vraiment quand on parle. Euh, Sérieusement, j'ai brisé le silence à partir de ce moment-là. Le déclencheur, ça a été l'affaire Guy Cloutier en 2005. Je crois que plusieurs se rappellent quand Nathalie Simard a parlé de ce qu'elle avait vécu avec son gérant Guy Cloutier quand elle était jeune, dans les années 70-80. Expérience horrible qu'elle a dû vivre. Puis, sérieusement, chapeau à elle avant l'air, moi aussi, d'avoir osé affronter les médias comme ça. Puis, moi, ça m'a inspiré. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis posé à 22 ans la question. Écoute, ça se peut que ce soit ça que j'ai vécu aussi, parce que ça n'a pas d'allure, un gars de 33 ans avec un gars de 15 ans, de 13 ans. Euh, genre, je me suis mis à revirer ça de bord. Puis c'était dur parce qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gars homosexuels qui pensaient de la même manière distordue que moi, c'est-à-dire qu'ils validaient l'agresseur. Fait que j'avais de la misère à trouver validation dans mon entourage. Euh, Puis rétablir les faits, en fait, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce moment-là où moi, je me suis demandé si j'avais vécu ça, est-ce que les conséquences Y seraient explicables par les causes A, les causes X. Puis là, je vous ai mis un beau message que quelqu'un m'a écrit quand j'ai parlé je sais plus si c'était à la télévision ou en fait, on m'avait interviewé pour un média en France pour parler de cyberprédateurs. Puis j'avais expliqué mon histoire, puis j'ai reçu quelques messages suite à ça. J'étais vraiment touché. Puis on voit dans ce message-là qu'il y a une part de parler. On ne veut pas être défini par ça en parlant, comme si ça allait être une tâche comme les clés dans Barbe Bleue. Là, une fois que tu l'as utilisé, c'est souillé puis ça ne se lave plus. C'est comme non, on peut pas. Au contraire, moi, je trouve que parler, ça éloigne la victimisation soi-même. Ça nous sort de l'état de victimisation. Ça nous amène à l'état victime slash survivant. C'est comme on s'accroche à une autre façon de voir les choses. Puis on retourne, on renvoie la culpabilité dans le camp de l'agresseur. Euh, puis c'est ça, c'est que ce soit cyber ou pas, à un moment donné, c'est important de se rendre compte que on avait des vulnérabilités qui ont été exploitées, puis qu'on n'était pas si fort qu'on pensait. Puis, bref, c'est ça. Moi, il a fallu que je m'admette que, écoute, je suis juste un être humain. J'ai probablement tort sur plein d'affaires, puis je vais faire mon deuil de cette vision du monde. Fait c'est l'importance de parler aussi, c'est que ça fait des petits. C'est pas tout le monde qui doit s'en sortir pour aller dans les médias pour parler. Là. Mais ceux qui le sentent, ça permet de faire des petits, puis ça, c'est génial. C'est pas nécessaire pour guérir de parler à tout le monde de tout. Quelques personnes, un psychologue suffisent, puis on peut vivre sa vie sans s'étendre partout avec son parcours aussi. J'en ai juste fait quelque chose parce que je le sentais, parce que j'étais capable de le communiquer. Puis parce que moi, ça m'aide à le sortir dehors. J'ai besoin d'en parler pour que les gens sachent, pour sentir que je ne me fais pas juger ou que je ne me juge pas moi-même ou que je fake pas qui je suis réellement auprès des autres. Donc, c'est un peu comme un bouclier. Puis c'est moi qui dis ça, c'est moi. C'est à prendre ou à laisser. Mais j'impose pas ma vision des choses. Puis je ne fais pas à croire non plus que je suis parfait ou super guéri. Non, c'est le travail d'une vie. Euh, Puis le mode survivant, euh, honnêtement, c'est vraiment la meilleure place où être et le moins possible dans la victimisation, même si je me suis complet dans la victimisation des milliards de fois. J'ai pas voulu m'aider des milliards de fois, mais je trouvais aussi plus nécessairement qu'est-ce qui pouvait marcher de plus parce que des fois, je mettais pas le doigt sur les bons problèmes.
il y a tellement de mécanismes de défense qui peuvent s'installer dans une vie comme ça que si je me self-checkais pas, moi, je pense que ben j'en aurais pas eu de vie, là. Donc, pour moi, c'est essentiel. Ça a été essentiel de passer par là. Euh, en fait, j'avais la notion d'allié que je veux vous parler. En fait, c'est simplement être un bon allié, ça s'apprend. C'est pas obligatoire de tomber dans l'empathie extrême avec quelqu'un qui nous dévoile quelque chose. Mais il y a certaines attitudes qu'une fois qu'on en prend connaissance, ben oui, ça fait du sens. Puis c'est. En fait, ça a l'air de rien, mais c'est tout. C'est tout dans le sens que c'est grand, c'est vraiment bien de faire, d'adopter ce genre de comportement-là parce que quand ça arrive, quand on se fait dévoiler par quelque chose par un parent, par un enfant, notre enfant, un neveu, n'importe qui dans notre entourage qui a notre âge ou pas, gars ou fille, peu importe l'orientation sexuelle, c'est des comportements qui sont bons pour tous les êtres humains. Sérieusement, faut croire les personnes. Puis il faut aussi pas les juger, puis se mettre un peu plus à poser des questions à propos de ce qu'on nous dit, puis faire de l'écoute active, ça s'apprend. Puis aussi, faut se mettre dans une position où on peut empowerer la personne sans forcer de solution, là, surtout pas au moment du dévoilement. C'est comme, faut juste montrer à la personne qu'on va être là. Elle nous a choisi, puis elle a sûrement pensé pendant des semaines avant de nous en parler. On peut-tu juste être là, puis faire comme, je te comprends, je te soutiens là-dedans, tu fais bien d'en parler, bravo. C'est tout. Puis, il y a plein de façons qu'on peut être là sans que ça devienne hyper engageant. Et dans le coup du bonhomme, on va, si au besoin, aller chercher du soutien vous-même. Si c'est ton chum, ta blonde, ton enfant, ben, tu n'as pas le choix vraiment de t'impliquer. Si tu aimes la personne, tu sais, il faut que tu le fasses. J'ai mis ça parce que j'ai eu ce pop-up-là il y a quelques jours, puis j'ai trouvé ça hallucinant, comment c'était drôle. Ce périphérique n'utilise aucune ressource parce qu'il a un problème. En fait, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème qu'on va pas voir les ressources? Ou moi, je pense que c'est plus parce qu'on a des problèmes qu'il faut utiliser les ressources. J'étais comme, OK, l'ordinateur, il est comme vraiment, il est boqué, il ne veut pas changer. Puis, ben, moi, quand j'ai voulu changer, j'ai m'avancé sur ma voie. J'ai été au CRIFAS, qui est un organisme pour les hommes agressés sexuellement dans l'enfance, qui n'est pas pas un organisme. Euh, il y avait, avant moi, là, en fait, je suis allé en 2007 la première fois. Il n'y avait jamais vu quelqu'un qui avait été victime d'un crime virtuel. C'était la première génération, vraiment. Puis encore, il y en a très peu. La moyenne d'âge est facile en haut de 45-50 ans au CRIFAS, parce que les hommes parlent en général 35 à 40 ans après les événements. Ce qui fait que dans mon cas, je ne serais même pas supposé être là, ici, aujourd'hui, à vous en parler. Je suis en avant de la moyenne. Puis j'en suis vraiment heureux parce que honnêtement, j'aurais pas la vie que j'ai maintenant si j'avais pas ouvert ma gueule à un moment donné. Parler des fois, c'est en fait pas des c'est crucial, c'est crucial. Puis parler de quoi en fait? Tellement d'affaires que les gars peuvent parler ensemble, puis les filles aussi, mais là, j'étais dans un groupe de gars qui se parlaient ensemble, puis c'est comme, il y a tellement de lourdeur, puis la littératie émotionnelle chez les gars, des fois, est extrêmement minime. C'est comme, j'ai vu un gars de 70 ans qui se demandait, c'est quoi les... Il venait d'apprendre, en fait, les 7 émotions de base. J'étais ahuri, j'étais comme, OK, parce que moi, j'en ai comme 250 par jour. Euh, mais bon, tu sais, c'est pas la même génération. Lui, il avait 70 ans. Puis, écoute, je comprends qu'à l'époque, quand c'était les crimes du clergé, fallait fermer sa gueule. Puis, on était aussi dans la masculinité plus, disons qu'il fallait plus garder pour soi-même les émotions. C'était ça la culture. C'est une affaire de filles, puis, ou de tapette.
évidemment, désolé de dire ce mot-là, mais c'était ça. Puis moi, je l'ai entendu des milliards de fois, là, t'es donc bien ici, t'es donc bien ça. Euh, mais écoutez, c'est c'est tiers-monde affectif, là, si je peux dire. C'est important pour tout le monde de se rendre compte que les émotions, c'est pas une affaire de genre, c'est pas une affaire d'orientation sexuelle, c'est une affaire de message que le corps essaie de t'envoyer pour te dire que tu es en danger ou que ça, c'est pas bon pour toi. Ça, c'est bon. On écoute plus les émotions positives, mais les émotions négatives, des fois, euh, sont importantes, puis ils peuvent être belles aussi. Euh, Justement, on avait parlé dans une vidéo que j'aurais pas le temps de vous montrer. J'avais pas prévu la montrer, mais je vais mettre les liens avec le PowerPoint après. Euh, mais en fait, bon, je pense en fait pas avec le PowerPoint dans le Discord, là, je vais vous donner des liens. Là, j'accélère un peu parce que les clés, mais ça va un peu plus vite vers la fin. La notion de pouvoir personnel est importante. Euh, En fait, je parlais du poids de la culpabilité, mais il y a aussi une façon d'apprendre en fait, la culpabilité, puis elle tombe au moment où on se met à être responsable de soi-même. Puis, en fait, la responsabilité de soi, c'est pas la responsabilité de ce qui m'est arrivé, mais c'est la responsabilité de ma guérison, elle m'appartient. Et la culpabilité, elle, c'est à l'agresseur. Elle lui appartient. Puis, mais ça ne veut pas dire que je dois rester où je suis puis que je suis pogné là pour ma vie. Non. Puis quand on tombe dans le mode survivant, ben là, le pouvoir, il revient, puis on est comme ah, j'ai du pouvoir sur les choses, je peux influencer le cours de ma vie. Enfin, ça goûte bon, puis c'est quelque chose de très, très, très fun à découvrir. Euh, Plutôt que de rester dans une énergie victimaire qu'on s'épuise à un moment donné. En fait, moi, je me suis épuisé de nombreuses fois à juste me complaire puis à rien faire. Une notion d'identité puis de rôle inconscient est importante aussi. Là, je vous ai mis la map de la psyché de Gustav Jung. Euh, je ne veux pas la décrire en détail, mais ce que je trouve important, moi, c'est la persona, l'ego, le self, le shadow. Euh, la persona, c'est plus le masque qu'on a, qu'on porte en général. Puis moi, quand on est victime, comme j'ai été, il y a ce masque-là, à un moment donné, il faut qu'il craque. Puis là, on voit nos mécanismes de défense, puis on voit la colère, on voit la peine qui se cache en dessous, puis on voit l'enfant blessé qui est encore plus en dessous dans le shadow. Puis en allant chercher ce qui a stagné dans le développement, en le prenant par la main puis en l'amenant vers demain, ben, on peut vraiment moi, c'est comme ça que je me suis découvert. Les rôles inconscients aussi, j'aime beaucoup les archétypes parce que je fais de l'art-thérapie, puis ça parle beaucoup plus à l'imaginaire, là, on s'entend, c'est pas de la science, mais euh, c'est vraiment comme on tend à jouer des rôles, puis il y a d'autres personnes qui adoptent ce rôle-là, euh, que ce soit en ligne ou hors ligne. Dans les dynamiques d'abus, dans les familles dysfonctionnelles, il y a énormément de dynamiques malsaines. Puis, en fait, ce qu'on voit ici, les deux triangles du bas, c'est la polarité positive et à la droite, la négative des enfants pour se rendre à l'état supérieur intégré. Puis en haut, c'est les postures adultes du même archétype. Euh, Comme par exemple le héros qui est très connu parce que à peu près tous les films américains sont basés dessus. Puis le guerrier, c'est l'état adulte de ce héros-là, en passant par la guerre entre le côté plus le côté disons, workaholic, ou le côté qui se laisse marcher sur les pieds, puis qui s'autodénigne constamment. Et moi, j'étais beaucoup là-dedans. Il y a aussi, bon,
les fausses croyances qu'on peut avoir sur soi-même, puis les biais cognitifs communs, qui sont des choses qui sont en fait vraiment, c'est comme, on revient aux croyances en fait. Si vous me permettez, les croyances, c'est tellement, euh, c'est basé sur nos premières perceptions de la vie, de premières expériences. Il y a tellement de choses dans les croyances qui forgent qui on est, puis notre perception du monde. Puis les schémas précoces d'adaptation sont très communs chez les personnes qui ont vécu des traumas parce que, par exemple, méfiance, abus en haut à droite, le schéma d'abandon, euh, ou en bas à gauche, le schéma d'échec, d'imperfection, honte. C'est toutes des dynamiques dans lesquelles on peut prendre des postures où soit on capitule, puis on se dit je suis de même, c'est de même, puis ça ne changera jamais, aussi bien y faire, ou on surcompense en faisant complètement l'inverse pour se convaincre qu'on n'est pas de même, ou, ben, c'est ça. Fait il y a vraiment, comment dire, quelque chose dans quand on parle que des gens ont certains patterns, on les voit, puis on vient qu'on peut les prévoir tellement que c'est évident, mais que la personne ne s'en rend pas compte inconsciemment qu'elle écrit toujours la même chose. On parle de schéma précoce d'adaptation. Précoce parce que il y a un choc, il faut s'adapter. On prend les mécanismes de défense, mais à un moment donné, on se trompe sans s'en rendre compte, souvent là-dedans. Puis c'est important de les défaire comme défaire les biais cognitifs qui peuvent faire qu'on a une tendance à glisser vers la désinformation. Puis si je relie tout ça ensemble, c'est pas nécessairement le cas de personnes qui ont vécu les mêmes ou d'autres traumas, mais quand ça se passe en ligne puis que ton expérience des traumas, cybertrauma, est liée directement à la cyberdépendance qui en ressort, ça devient vraiment une expérience de fou. C'est une spirale qui peut amener vers vraiment de la chenoute. Je dirais ça de même. Là. Notion de codépendance, en fait, ça fait directement partie de la chose. En fait, on a une relation codépendante quand il y a une perte de soi à travers notre lien avec, que ce soit des processus, des objets, des substances, des personnes. Euh, quand on parle d'une relation codépendante, on entend plus souvent parler de relations toxiques, et c'est codépendant parce que ça se fait à deux ou ça se fait avec une substance, avec notre perception de cette chose-là. Puis on a tendance à compenser pour beaucoup de choses quand on ne se rend pas compte encore qu'on est dans la victimisation. Euh, pour m'enligner sur la fin, en fait, moi, dans mon parcours, je vous ai parlé, bon, qu'il y avait eu des cyberprédateurs à l'âge de 13 ans. La notion de justice est importante pour plein de raisons, parce que quand on se rend compte à un moment donné qu'on a été victime d'actes criminels, on peut vouloir la justice. Moi, je ne la voulais pas au début. Puis quand mes neveux sont nés, ça l'a changé. Euh, puis il n'y a pas beaucoup de dénonciations parce que des fois, ça fait extrêmement longtemps. Des fois, les délais de prescription sont passés ou encore on a tellement les perceptions tout croches par rapport à ce qui s'est passé. Les faits sont mal rétablis encore, donc il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas parler parce qu'il y a la honte aussi, c'est le couvercle par-dessus toutes ces histoires-là. C'est comme ça qui réduit à néant puis qui enable le silence. Euh, Autrement dit, là, moi j'ai été à la police de Saguenay en 2011, puis j'ai porté plainte contre le cyberagresseur que j'avais rencontré, le premier. Pourquoi lui? Pourquoi juste un? Parce qu'il y en a eu d'autres. Parce qu'il y a un pattern qui s'est installé à partir de là, parce que moi, je me sentais valorisé, j'avais de l'attention, j'avais de l'amour, mais non, j'avais pas rien de tout ça.
Puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était le temps de le faire parce que j'en regardais mes neveux, je me disais, un jour, je vais avoir l'âge que l'agresseur avait quand eux, ils vont avoir l'âge que j'avais quand j'ai été agressé. Puis c'est maintenant, en fait. C'est dans ma vie. Puis j'endurerais pas ça parce que je suis comme quelle sorte de citoyen que je suis là. Fait que j'ai pas fait ça pour l'argent, je l'ai juste fait parce que il méritait ce qu'il méritait, parce qu'il avait fait ce qu'il avait fait, puis aussi parce que j'avais de la preuve numérique que j'avais récoltée en 2008. Merci au log de MSN Messenger. Donc, c'est vraiment la naissance de mon premier neveu qui a amené ça arrive souvent aussi quand il y a tes parents, puis mais à reconsidérer un peu ton enfance. C'est pareil pour beaucoup de victimes cyber, que ce soit des crimes cyber ou pas, en fait. Euh, Puis, il y a beaucoup de gens, en fait, qui aiment, ce qu'ils aiment dans le fait d'aller en justice, c'est la légitimité que ça peut apporter dans la démarche. Puis moi, quand j'ai vu l'arène contre Chosebin sur mon dossier, sur mon subpénat que j'ai reçu pour aller en cours en 2011, j'ai vraiment ri. J'étais comme, OK, fait qu'Elisabeth est au courant, puis elle gère ça. J'étais vraiment content. Ben je le sais, mais disons que mon sens de l'humour kick in, c'était. Je trouvais ça drôle, puis vraiment très, très trop sérieux, mais c'était cool. Selon la loi d'aujourd'hui, ça aurait été tout ça les charges qui auraient été faites contre le cyberprédateur que j'ai poursuivi en cours. Euh, Selon les lois de 2008, lors d'un enfant par moyen de télécommunication, contact sexuel, incitation au contact, distribution, possession de pornographie juvénile, rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite, parce qu'on m'avait prêté de la porno aussi quand je l'avais rencontré. Mais bon, c'était pas la loi d'aujourd'hui, c'était la loi de dans le temps. Donc, il y a eu 2 charges criminelles, comme on a vu sur le pénal, contact, incitation des contacts sexuels. Fait, au moins, il y avait quelque chose de reconnu. Puis bon, j'ai fait la plainte en 2011. En 2013, je me suis rendu devant les médias à Saguenay, Tu à m'excuseras, palais mais de il va falloir que justice. tu rappes. Ouais, OK. Fait que j'ai fait ça. Puis écoutez, je peux vous envoyer la présentation pour la fin, mais j'étais rendu là. Ce qui est important dans tout ce parcours de cybervictimisation, c'est que on peut s'en sortir, c'est différent pour chacun. Puis on peut revivre à un moment donné, puis devenir une personne, comme là j'ai rencontré cette chère Nathalie, euh, qui a une vie à part entière. Puis si jamais ça vous intéresse, on peut continuer la discussion dans le chat. Je surveillais le temps, puis je savais que tu allais me parler. Pat, c'est bien correct. Voici mon Discord, Not Googling for You, ou mon LinkedIn. J'espère que vous avez apprécié. Je ne suis pas habitué de faire ce genre de présentation-là. Donc, merci pour votre écoute, votre ouverture, votre empathie ou whatever. Puis merci au Hackfest pour l'ouverture face à ce genre de présentation-là. Bonne journée.